Alors, bonsoir à toutes et à tous, et merci à Sorbonne Antique de m'accueillir pour la deuxième fois, où la première fois j'avais évoqué le monde arthurien et la chevalerie dans ce qu'elle peut avoir de fantasmatique ou de rêver. Eh bien, ce soir, c'est un autre objet de fantasme, un autre objet même, je dirais, d'adulation, euh, sur lequel nous allons nous pencher, c'est la Légion romaine et par là même l'histoire, plus ou moins fantasmée, plus ou moins rêvée, de la conquête militaire, de l'idée de la conquête militaire de l'Empire romain, et plus particulièrement sur ce territoire qui fut un peu une des, je dirais, une des pierres de touche de l'histoire impériale, et même au-delà de l'Empire, de l'histoire romaine dans son ensemble, c'est le territoire germain. Alors, je vais commencer pour la présentation par évoquer le sujet qui m'a amené à vous parler de ceci. C'est la sortie, il y a peu, d'une série franco-allemande produite par la chaîne Netflix qui se nomme Barbaren, donc les barbares en allemand, et qui se penche sur l'illustration d'un des événements fondateurs, d'un des événements majeurs de l'histoire européenne, et par là même, on pourrait même dire mondial, le monde de ce temps-là, mais même, je dirais, le monde dans l'idée plus moderne et contemporaine que nous nous en faisons. C'est ce que l'on a appelé chez les auteurs antiques le Clades Wariana, le désastre de Quintilius Publius Varus, en 9 après Jésus-Christ, dans le Teutoburgerwald, c'est-à-dire la forêt de Teutobourg en Allemagne, amenant à la catastrophique destruction de 3 légions, dans leur quasi-totalité, de 3 légions qui étaient en ce temps-là au service du princeps Auguste, que l'on désigne traditionnellement sous le nom de premier empereur. Nous sommes en 9, c'est 5 ans avant sa mort. Nous sommes donc dans les derniers temps du premier principat. Nous sommes, je dirais, au fait de la gloire augustéenne, au fait de la puissance, nous pourrions même dire de la toute-puissance romaine. Et justement, le désastre de Varus, c'est en quelque sorte la révélation suivante. Peut-être que Rome n'est qu'un colosse au pied d'argile. Et sans vouloir sombrer dans la facilité de la prolepse, dans la facilité des signes annonciateurs, on ne peut pas dire, bien entendu, que ce soit le début de la fin. Nous ne sommes qu'en 9. Il y a encore presque 5 siècles de domination de l'Empire romain d'Occident, mais tout de même, il s'agit d'un coup dur. Alors, le titre de cette conférence, j'ai envie de commencer par vous lire en intégralité ce petit passage de Suétone, et je vais d'ailleurs vous le lire dans sa version latine, et ce n'est pas pour rien, je dirai après pour quelle raison. Bien entendu, je le traduis juste après, je propose, pour être plus précis, une traduction. Nous sommes dans la vie d'Auguste, dans le célèbre texte de Suétone, Vie de César, au chapitre 23. Et voici ce que nous dit Suétone. Graves ignominias claresque duas, omnino necalibi quam in Germania accept. Lolianam et Varianam, sed Lolianam maioris infamiae quam detrimenti, Variana praen exitiarellem, tribus legionibus, conduce legatisque taxilis omnibus caes. Ac nunciatax cubias per urbem indix. Me quis tumultes existeret, et praesidibus provinciarum propagavit imperium, ut aperitis et asuetis occi continerentur. Uit et magnos ludos, iovi optimo maximo, si res publicim meliore statum vertiset, quod factum Cimbrico marsicoque bellerat. Ad eo denique consternatum ferunt,
ut per continuos menses barba capillo questo misso caput interdum foribus ilvideret, quociferans quincidi vare legiones ride, diemque cladis quatannis maestum aguerit ac lugubrem. Et donc, il n'essuya de défaites ignominieuses que celles de Lollius et de Varus, toutes deux en Germanie. La première fut plutôt un affront qu'une perte. La seconde faillit être funeste à l'État. 3 légions furent taillées en pièces avec leurs chefs, ses lieutenants et ses troupes auxiliaires. À cette nouvelle, il disposa des sentinelles dans Rome pour prévenir tout désordre et confina dans leur place les commandants des provinces afin que leurs lumières et leur expérience retinssent les alliés dans le devoir. Il consacra de grands jeux à Jupiter pour le rétablissement des affaires de la République, ainsi qu'on l'avait fait dans la guerre des Cimbres et des Mars. Enfin, on dit qu'Auguste fut tellement consterné de ce désastre qu'il laissa croître sa barbe et ses cheveux plusieurs mois de suite et qu'il se frappait de temps en temps la tête contre la porte en s'écriant « Quintilius Varus, rends-moi mes légions !» L'anniversaire de cette défaite fut toujours pour lui un jour de tristesse et de deuil. Si j'ai choisi Suétone, j'aurais pu choisir bien d'autres écrivains. En effet, la bataille de Teutobourg a été largement documentée dès l'Antiquité, ce qui indique par là même l'importance capitale de cette défaite. Et dans les sources, disons, antiques, nous avons Ovide, qui en parle dans les Tristes, nous avons Marcus Manilius, qui était un astrologue d'origine berbère, qui en parle dans un poème appelé Les Astronomiques. Nous avons Strabon dans sa géographie, nous avons Tacite, évidemment, dans ses annales, et plus particulièrement dans son grand œuvre que l'on traduit par la Germanie, mais dont le titre est en fait De Origine et Situ Germanorum, donc l'origine et le pays des Germains. Alors là, nous sommes presque 100 ans après, évidemment, hein, la bataille. Suétone, bien sûr. Florus, également, un historien, lui aussi d'origine berbère, peu connu, mais qui en parle dans une œuvre appelée Épitomée, et le célèbre consul historien Lucius Cassius Dio, Dion Cassius, dans son histoire romaine rédigée au IIIe siècle. Alors, cela, ce sont les sources, mais celles que j'ai choisi d'aller revoir et d'exploiter est plutôt celle de Velleius Paterculus, qui était un historien romain, qui se serait appelé peut-être Marcus ou Publius ou même Caius. Bon, alors donc on l'appelle Velleius Paterculus, sans chercher à savoir quel était son nom complet. Ce n'était pas n'importe qui, puisqu'il fut tout de même préfet d'une aile de cavalerie, et surtout, il prit part dans l'armée de Tibère aux guerres de Pannonie, de Dalmatie et de Germanie. Il était questeur, il a même été nommé prêteur à la mort d'Auguste, donc c'est quelqu'un qui fut aux premières loges de ce qui est de ce que fut le front germain, si je puis dire. Et il donne dans ses récits un témoignage relativement contemporain du désastre de Teutobourg. Mais avant cela, donc, il y a cette série, Barbaren. Pourquoi est-ce que je me suis amusé à vous lire quelques lignes de Suétone dans un essai qui peut-être n'était pas parfait, mais de prononciation restituée du latin? Eh bien, c'est parce que cette série a pris le parti d'une certaine historicité, à l'image d'une série récente qui s'appelle Viking et qui est une série produite par une chaîne d'histoire américaine. Mais là, nous sommes en Europe et nous avons donc cette série qui veut donner un aspect minutieux de reconstitution des circonstances incroyables, extraordinaires, que je vais rappeler, ayant mené à ce désastre. Et pour cela, la série opère un choix un peu paradoxal. Les Germains parlent allemand, mais enfin, ils parlent ce qu'on appelle le haut allemand, c'est-à-dire l'allemand d'aujourd'hui, hein, le bel allemand du XXIe siècle. Mais par contre, les Romains, et nous en entendrons 2 ou 3 exemples, parlent en latin restitué. Alors cela, c'est une nouveauté. Il y a déjà eu des tentatives plus ou moins heureuses, enfin disons plutôt moins que plus,
d'imitation, de restitution du latin. Ce sont bien souvent 2-3 mots. On songe au malheureux Romain Victor dans le film Gladiator en 2000. Cet accord, c'est pour le coup barbare, hein, ce barbarisme, ou plutôt ce solécisme, ayant été voulu parce que pour le public, Victor sonne comme victory en anglais, donc on comprend. Il est assez amusant de voir que dans la série Barbarène, dès le premier épisode, on entend des Romains s'exclamer Roma Victrix. C'est un petit clin d'œil et une petite pique légère envoyée à ce célébrissime péplum qui a été d'ailleurs acteur de la renaissance du péplum, Gladiator, au début du XXIe siècle. Ou à la fin du XXe, suivant comme l'on compte. Et donc, la série Barbare, elle propose des acteurs italiens, d'origine italienne pour jouer les Romains, et des acteurs d'origine allemande ou franco-allemande pour jouer les Germains. Eh bien, ce qui m'a intéressé, c'est que cette série a été tout simplement démolie en Allemagne par la critique. Elle a été détestée. Quand on lit ce que les spécialistes des journaux sérieux, Der Spiegel par exemple, qualifiant la série de comédie involontaire et pathétique, de problèmes d'historicité, demi-connaissance, liberté trop grande prise avec l'histoire, dramatisation exagérée. Bref, cette série s'est fait démolir par la critique, et je dirais c'est très intéressant parce que justement, vous remarquerez qu'on l'attaque, mis à part quelques remarques sur les acteurs, qui ne sont pas tous d'ailleurs très connus, qui sont issus d'un parcours qui n'est pas pour l'instant celui de la célébrité. Il est à noter que justement, les critiques se font sur son historicité. Et c'est là qu'est toute la question. On est dans l'éternel débat de la représentation historique face à la fictionnalisation ou au spectacle. Je citerai une anecdote très célèbre qui est rapportée par le compositeur Igor Stravinsky, à qui on faisait... dans sa carrière de compositeur, a eu une période appelée néoclassique, et quand on lui demandait s'il s'amusait à imiter les anciens, il disait que les anciens étaient inimitables, et Stravinsky citait une anecdote du XIXe siècle sur un acteur célèbre français, Mounet Sully, qui, jouant une pièce de théâtre, devait jurer à un moment donné sur une Bible. La pièce se jouant au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, et il avait exigé qu'on lui apportât une Bible. Alors, pour plaire à cet acteur, à ce divo, cette diva au masculin, on est allé lui chercher une Bible de Gutenberg, excusez du peu, et lorsqu'on la lui présenta, en lui disant « Maître, voici votre Bible », l'acteur Mounet Sully se serait écrié « Mais enfin, au XVIe siècle, elle était neuve !» Et c'est là, je crois, la définition même du paradoxe de la représentation historique. Ce n'est pas des historiens qui sont parmi nous ce soir que je vais l'apprendre, car il n'y a pas que le problème de recouper les sources. Il y a bien sûr le problème de l'accession au matériel. Et lorsqu'on parle de l'Antiquité, tout le monde sait que l'on raisonne sur quoi ? 1, 2, 3% du matériel, si je puis dire, du matériau, qu'il fût archéologique, littéraire, historique ou je ne sais quoi. Et par conséquent, raisonner sur du vide, c'est tout l'art de l'historien, car il va remplir ce vide avec de la spéculation scientifique. Mais un scénariste, il ne peut pas faire cela. Vous imaginez bien à quoi ressemblerait une thèse d'histoire mise à l'écran. On ne pourrait absolument pas transcrire un travail universitaire. Et par conséquent, oui, la série Barbarène est à 80% fictionnelle. Mais elle a le mérite de représenter, avec parfois une acuité, une véracité extraordinaire, ce moment fondamental de l'histoire. J'en ai fini avec ce petit préambule, et je passe donc à... je dirais la symbolique un petit peu de cette bataille. Je pense à une chose, j'ai pensé à une chose pour commencer à vous parler de cette bataille et de la série, mais là je vais un peu plus me centrer maintenant sur l'aspect historique. Eh bien, ce à quoi j'ai pensé, c'est à une autre bataille. À une autre bataille qui a eu à peu près la même, je dis bien la même symbolique et le même impact. Cette bataille a eu lieu en 1808. Et il se trouve, parce que évidemment l'histoire est faite d'heureux hasards,
que c'est en 1808 aussi que le très grand écrivain Heinrich von Kleist écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Die Hermannschlacht, la bataille d'Arminius. Tiens donc, une pièce de théâtre sur Arminius. Et pourquoi l'a-t-il écrite? C'est en référence aux défaites prussiennes face à Napoléon Ier, mais hasard incroyable de l'histoire, mais vraiment incroyable, c'est en cette même année que les armées napoléoniennes ont connu leur première véritable défaite, une victoire décisive des Espagnols qui se sont soulevés depuis l'Andalousie contre l'envahisseur français, la bataille de Bailén en 1808, en juillet 1808, qui a eu une... Alors oui, je signale que dans le salon textuel noté dièse conférence, je vais partager quelques images, photographies, qui, je l'espère, vont vous permettre de voir un petit peu ce dont je parle, enfin quelques illustrations que je vais vous sélectionner. Et donc, la bataille de Bailén a été effectivement un véritable désastre, des milliers de soldats français tués, capturés, pour des pertes absolument minimes, et alors vraiment absolument minimes, du côté espagnol. Par conséquent, nous avons une sorte de parallèle qu'on peut faire avec Teutobourg, et il est assez plaisant de voir que la bataille, ces deux batailles ont eu une résonance l'une avec l'autre, si je puis dire, par la littérature et par le simple hasard historique. Alors, je vous prie d'excuser juste un instant, car juste un petit souci. Voilà. C'est bon, le souci est réglé. Donc, je voulais, pardonnez-moi, il peut y avoir quelques tâtonnements techniques de ma part. Donc, quand ça se produit, je vous prie d'excuser. Donc, je vais essayer de vous mettre voilà les images. Donc, là, ce que je mets, c'est un tableau de cette bataille napoléonienne. Et je vais mettre autre chose. Regardez. Alors là, vous allez peut-être être surpris. Il s'agit bien de la chancelière Angela Merkel devant un panneau marqué Varusschlacht, la bataille de Varus, avec, comme vous pouvez le voir, deux personnes qui reconstituent, qui sont en costume restitué de légionnaires. À droite, vous voyez un centurion, et à gauche, l'aquilifère. Et nous sommes en 2009, et Angela Merkel a effectivement mené des commémorations pour le bimillénaire de la bataille. Donc on voit bien que tout de même, c'est une bataille qui n'est pas oubliée. Quand on voit que une des plus puissantes dirigeantes d'Europe y consacre malgré tout il a consacré une cérémonie officielle. Donc cela, je crois, est déjà un signe. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est quelques représentations. Regardez cette statue. C'est une statue moderne qui a été faite au début du XXIe siècle et qui est une vision de Varus vaincu. On la trouve en Allemagne et ça date du XXIe siècle. Donc, une fois de plus, la défaite de Varus n'est pas oubliée des artistes, elle n'est pas oubliée des hommes politiques. Et elle ne l'a jamais été. Regardez cette carte postale, cette affiche, carte postale, datant de 1909, intitulée Germania. Vous voyez ce qui est écrit, et vous voyez derrière ce monument, le voici ce monument. Je vous le montre vu de loin. Il se nomme ce monument, c'est le monument commémoratif dédié à Arminius Hermann. Et alors c'est une œuvre colossale, hein, le monument. Il s'appelle en allemand le Hermannsdenkmal.
Il est en Rhénanie du Nord, c'est-à-dire en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. C'est au sud de la forêt de Teutoburg. Et c'est une statue de 25 mètres de haut et qui situe elle-même à 300 mètres d'altitude. Le monument en entier fait plus de 50 mètres de haut. Vous voyez qu'on le voit de très loin dans la forêt, on y lit l'inscription que vous avez sur la carte postale, hein. Deutsche Einigkeit, meine Stärke Deutschlands Macht. L'unité allemande est ma force c'est la puissance de l'Allemagne. Eh bien oui, cet Arminius, vous voyez, ce Hermann Arminius, ce n'est pas n'importe qui, il a laissé des traces. Il a laissé un souvenir bien évidemment marqué par le nationalisme. Hein. Regardez par exemple ce tableau du 19e siècle. On y voit le triomphe d'Arminius. On croirait Vercingétorix après Alésia, parce que pour les Allemands, c'est le même symbole. C'est leur Vercingétorix à eux. Et regardez cette autre représentation également un tableau qui s'appelle La Fureur teutonique. Un tableau par un artiste d'Europe de l'Est qui représente, pareil, au 19e siècle, la bataille la bataille de Teutobourg. J'ai encore ceci, un tableau du 19e siècle qui représente... Alors attention, là c'est un peu différent parce que c'est un épisode qui est postérieur à l'histoire. Nous sommes... là c'est à l'époque de la revanche. Le Romain que vous voyez, l'impérator que vous voyez, le princeps, enfin non, l'impérator, pardon, que vous voyez perché là au sommet de son trône, c'est en fait le Germanicus qui mourra plus tard et qui cédera la place à Caligula par sa mort, jugée douteuse selon certaines sources. Et les femmes que vous voyez, celle que vous voyez au premier plan, avec une sorte de couronne dans les cheveux, c'est la princesse Tusnelda. Qui était donc l'épouse d'Arminius Hermann. Je vais bien sûr revenir sur ces protagonistes. Je voulais commencer par vous montrer ces traces dans l'histoire très 19e-iste, hein, vous remarquez, de la... voilà, et voilà le dernier que je voulais vous montrer. Regardez, c'est une scène, pareil, alors celle-ci plus ancienne, nous sommes au 18e siècle, et nous voyons Varus recevant des Germains. Voilà. Varus à gauche qui reçoit des Germains. Alors, dans l'histoire, je précise tout de suite, vous êtes peut-être parmi vous, y a-t-il des personnes qui sont familières des travaux absolument remarquables et absolument excellents de Johann Chapoutot, qui s'est spécialisé, du moins au début de sa carrière universitaire, sur les rapports entre nazisme et antiquité. Eh bien, il se trouve que pour Hitler et sa clique, Arminius n'avait strictement aucune importance. Il a été totalement délaissé sous le Troisième Reich. Alors vous serez peut-être surpris parce qu'on a l'impression que c'est un symbole puissamment nationaliste, mais c'est-à-dire que dans l'idéologie des nazis, Arminius s'était trop replié sur le territoire, alors qu'on était en pleine politique expansionniste. Alors donc c'était quelque chose d'un peu, voilà, qui ne convenait pas, je dirais, aux principes géopolitiques du Troisième Reich. Voilà pourquoi Arminius est plus un symbole du 19e siècle, mais pas un symbole du 20e siècle. Et il est revenu en grâce, mais évidemment, je dirais pas à titre nationaliste. On peut parler peut-être de patriotisme, mais pas de nationalisme, comme vous l'avez vu, par exemple, avec la célébration du bimillénaire de la bataille. Alors, qui sont ces personnages? D'abord, je vous les présente, eh bien, tels qu'ils sont dans la série. Voici une photo de l'acteur qui joue Arminius quand il est en habit romain. Voici une photo de l'acteur qui joue Varus. Voici une photo d'un personnage, alors qui n'est pas attesté historiquement, mais c'est un centurion, hein, qui a un certain rôle dans la série, qui se nomme Metellus. Il y a tellement de Romains qui se sont appelés Metellus que, bon, on va dire que c'est un peu la concaténation de plusieurs personnages. Et voici la fameuse princesse Tusnelda, en version, cicatrice sur l'œil, bon, qui est jouée d'ailleurs par une actrice française, d'origine française. Et donc, qui sont ces personnes? Alors, je commence par Varus, par
Arminius, justement. Je commence par Arminius. Arminius, connu sous le nom de Hermann le Chérusque, chef de guerre de la tribu des Chérusques, qui est le fils du chef de guerre Ségimerus. Eh bien, d'abord, peut-être que c'est un fait peu connu. Enfin, je m'avance peut-être et je ne veux pas je ne veux pas prétendre à l'ignorance des personnes qui m'écoutent, bien évidemment, mais je prends la peine de signaler peut-être des choses que certains savent déjà abondamment par leur fréquentation de l'histoire ancienne, mais il est à noter que l'onomastique est tout à fait intéressante avec Arminius, parce qu'on l'appelle Hermann, mais saviez-vous que le rapprochement entre Hermann, qui signifie homme d'armée, guerrier en quelque sorte, parce que Heer, c'est l'armée, et le man, bien sûr, c'est homme. Ce rapprochement est une fausse étymologie. C'est un paronyme, c'est une paronomase. C'est-à-dire que Arminius, le nom latin, n'a pas donné Hermann. Eh non, c'est une grande célébrité, si je puis dire, qui a fait ce rapprochement au XVIe siècle. C'est Martin Luther, lui-même, l'initiateur de la réforme protestante. C'est lui qui a voulu utiliser un personnage antique et héroïque pour symboliser son combat contre Rome catholique, bien sûr. Et pour lutter contre le papisme, quoi de mieux que d'aller chercher dans l'histoire antique et trouver ce héros Arminius, et bien faisant-en Hermann. Et donc, ça va encore plus loin. Et ça nous permet d'ailleurs de prouver que ce qui besoin était les nazis qui rejetaient la figure d'Arminius car trop timide par rapport à leur projet et qui encensaient des héros comme Siegfried, eh bien sachez que le héros mythologique Siegfried est parfois identifié avec Arminius avec pertinence parce que son père donc s'appelant Ségimerus, le préfixe du prénom qui parfois s'écrit aussi Sigimer est probablement à l'origine associé au nom de la victoire, Sieg, qui est présent dans des noms comme Sieglind, Siegmund ou Siegfried, que l'on trouve dans les Eddas germaniques et la légende de l'anneau du Nibelungen, qui était une référence ô combien instrumentalisée par le régime nazi. Comme quoi, vous voyez, on en est encore là, voilà, la récupération, mais récupération manquée, tant mieux, par les nazis. Qui était Arminius? Eh bien, c'est un otage. C'est en vérité un Germain. C'est un Germain qui a été élevé à Rome en otage. Alors la série évidemment, dramatisation oblige, et je dirais même intérêt du spectateur oblige, a fait d'Arminius le fils adoptif de Varus. Et oui. Alors ça, c'est faux. On ne sait pas d'ailleurs exactement par qui il a été élevé. Le Valerius Paterculus, je suis allé vérifier, dit qu'il suit les cours d'une école qu'Auguste avait fait spécialement construire pour les enfants d'otages germains, tout de même. Et Arminius a été confié aux Romains avec son frère, alors âgé de 10 ans, qui s'appelait Flavius le Blond, selon Valerius Paterculus. Et voilà. Donc c'est il est né en moins 18, moins 17, Arminius, vous voyez. Donc élevé à Rome en tant qu'otage avec son frère. Alors son frère apparaît en nom et en image enfant dans la série, mais visiblement c'est la deuxième saison de la série qui mettra en scène son frère. Et donc dans la série, ils ont voulu, si je puis dire, faire une sorte de tragédie grecque avec le fils adoptif qui va se retourner et trahir son père. Il est vrai que c'est un moteur dramatique que l'on peut trouver facile, mais qui est tout de même très, très porteur narrativement. Donc ça, c'est une petite entorse à sa vie. Sinon, tout le reste est vrai. Je vous laisse découvrir par vous-même après son parcours, mais disons que son plus haut fait, évidemment, ce retournement de situation qui l'a amené à unifier et conduire des tribus germaines contre l'envahisseur romain. Et là, je suis obligé de parler un peu plus longuement de Varus, parce que tout tourne autour de lui.
Certes, Arminius, bien sûr, est important, mais Varus. Publius Quinctilius Varus, vous avez remarqué peut-être que Suétone l'appelle Quintilius, il n'y a pas ce C. Certains historiens, d'ailleurs, s'étonnent de parce qu'il faut vraiment l'appeler Quintilius. Alors, ce n'est pas n'importe qui non plus. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Il est assez amusant de noter tout de même que ce patricien, né en 46 avant Jésus-Christ, donc qui est quand même d'un âge assez avancé. Il avait tout de même 55 ans au moment de son suicide et du désastre. Il est le fils d'un certain Sextus Varus. Sextus Varus, qui était questeur et surtout, je disais, il ne faut pas sombrer dans la facilité des prédestinations, mais enfin, son père s'est suicidé après la bataille de Philippe en 42 avant Jésus-Christ, la célèbre bataille qui a vu défait l'armée républicaine de Brutus et Cassius face au triumvirat d'Octave, de Marc-Antoine et de Lépide. Et c'est tout de même assez incroyable de voir que son fils a connu un destin, certes pas similaire, mais enfin tout de même dans la même veine. Sans jeu de mots concernant son exsanguination. Et donc, Varus, général romain, sacrée carrière Varus, parce qu'il faut tout de même savoir qu'il était marié avec Vipsania Marcella, la fille du célèbre Agrippa, l'amie intime d'Auguste, et qu'après il s'est remarié avec une certaine Claudia Pulchra, petite nièce d'Auguste. Excusez du peu, il était dans la famille impériale. D'ailleurs, lorsque Agrippa, l'ami d'Auguste, est mort, c'est Varus qui a fait l'oraison funèbre. Il était du consul avec Tibère. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Il a été gouverneur d'Afrique et de Syrie. Ou d'ailleurs, les historiens, par des formules rhétoriques, des historiens antiques, bien sûr. J'ai trouvé une formule dans l'histoire romaine de Velleius Paterculus. Vous savez très bien, là encore une fois, je ne ferai pas l'insulte à des historiens de rappeler que ce qu'on appelle historien antique, bon, il faudrait mieux dire chroniqueur ou apologue ou détracteur. On embellit, on modifie. Bon, il y a plus de légendes que d'histoires. Mais Velleius Paterculus dit ceci, une formule, une rhétorique d'ailleurs typique du type historien antique. Il ne méprisait pas l'argent comme le prouve la Syrie dont il fut gouverneur. Riche elle était quand il y arriva pas, pauvre elle était quand il en partit riche. Bon, c'est assez plaisant. Toutefois, il semblerait qu'il était effectivement plutôt, disons, un profiteur. Mais bon. Flavius Joseph nous parle de ce qu'il fit à Jérusalem, parce qu'en effet, il avait été appelé en Judée lors d'une énième révolte de rebelles juifs, et il s'est distingué par un fait, la crucifixion d'au moins 2000 juifs. Il était réputé pour son immense cruauté. Et j'oserais dire que c'est un peu un pléonasme lorsque l'on parle de généraux romains. Jules César avait lui-même, entre autres, donné l'exemple pendant la guerre des Gaules. Et donc, il a été en campagne avec Tibère. Il a été en campagne donc après sur la rive droite du Rhin. Il a été bien sûr nommé sénateur et donc il a pris comme conseiller. Lorsqu'il est arrivé en Allemagne comme propriétaire, comme donc gouverneur en quelque sorte, ce fameux Caius Iulius Arminius, le fils de Ségimerus, chef des Chérus, il l'a pris comme conseiller. Et d'ailleurs, Arminius avait été élevé au rang de l'ordre équestre, ce qui n'est pas rien. C'est là qu'a commencé donc je dirais, la conspiration. C'est une véritable conspiration. Surtout venant de 4 tribus, les Chérusques, les Mars, les Chattes et les Bructères. La traduction d'ailleurs dans la série dit les Cates. Oui, peut-être que le nom a été jugé potentiellement comique, je ne sais pas. Je vous mets une petite carte des tribus germaniques de cette époque.
Et vous pouvez voir donc cette mosaïque. Donc voilà, les Chamaves, les Mars, les Chocs, les Lombards, les Varnes, les Angles, les Semnones. Alors nous, ça se passe du côté donc des Bructères, des Chérusques, des Chattes, dans ce triangle. C'est là que se situe la forêt de Teutberg. Et je vais ajouter également ceci, une petite carte de Germanie. Alors, la carte que je vous mets là, nous sommes plutôt en 125. C'est une carte un peu postérieure, mais on peut voir. Vous voyez là, si vous arrivez à lire Angriwari et Bructeri, il y a un symbole de bataille, c'est là en fait. C'est là la bataille de Teutobourg, c'est là qu'elle s'est déroulée et on y voit le fameux Limes Germanicus, la frontière militaire romaine. Bien. Donc, qu'est-ce que la série fait de tout cela, de tout ce beau monde? Je ne vais pas m'attarder trop longuement sur la princesse Tusnelda. On sait peu de choses d'elle, si ce n'est que, conformément au tableau que je vous ai mis tout à l'heure, elle fut traînée parmi les prisonniers en triomphe devant Germanicus, et elle est morte à Rome. Voilà ce que l'on sait. On sait d'ailleurs que la mode germaine, notamment chez les dames patriciennes de Rome, était une réalité. Mode vestimentaire, mode d'ailleurs des coiffures. Donc, qui sait, on pourrait imaginer, la série l'imaginera peut-être, que la princesse Tusnelda, dont l'existence est bien entendu avérée, mais dont la vie est quasiment inconnue, on sait juste qu'elle s'est mariée avec Arminius, et qu'elle était la fille de Ségestes. Ségestes, qui était un conseiller. Dans la série, il a le rôle du traître, il a le rôle de celui qui capitule et s'agenouille devant les Romains. Mais c'était un peu ça, puisque lui était plutôt du côté Varus, il était pour la conciliation. Voilà ce que l'on sait sur les personnages. Donc la série a le mérite tout de même de représenter beaucoup de personnages historiques et de les représenter, je dirais, certes en exagérant leur vie, leur parcours, parce qu'il faut bien fictionnaliser, il faut bien créer là où il y a du vide, mais tout ce que l'on sait des personnages est fidèlement dit et redit dans la série. Je trouve que c'est assez remarquable, personnellement. Avant de revenir sur qu'est-ce qu'a été la bataille proprement dite, je vous propose de regarder quelques extraits de cette série et je vous propose de vous les commenter rapidement. Alors, le premier extrait que j'ai envie de vous montrer, c'est une vidéo YouTube que je vais partager sur le serveur. D'accord? Donc, je vais vous demander de la regarder. Il s'agit d'un extrait du pilote, comme on dit dans le jargon des séries. Enfin, cela dit, c'est une série qui compte 6 épisodes. Hein. Il vaut mieux dire, du coup, le premier épisode. Et cet extrait, c'est l'arrivée de Métellus le centurion dans le village de Zégimère et Ségestes. Vous allez voir Tusnelda, c'est la jeune femme blonde qui tient un enfant dans ses bras. Et les deux qui vont parler au centurion, je dirais celui qui a la plus longue barbe, c'est Zégimère. L'homme sournois qui est à ses côtés, c'est justement le conseiller Ségestes, qui est bilingue d'ailleurs, qui parle latin et germain. Et vous allez entendre du latin restitué. Je vous laisse regarder donc cet extrait. Ça dure 1 minute et quelques. Donc, j'espère que ça s'affiche bien pour tout le monde et que c'est lisible par tout le monde. Voilà. Donc, nous patientons quelques instants. Je vous laisse regarder cet extrait. Caesar sanctae urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germaniam misit.
Senatorem Publium Quintilium Varum. Verstehst du, was er sagt? Futuete. Veluiste porronil tenent. Ustac, Roma tributa vostra non amplius remissuras. Vergesst, was sagt er? Die Römer wollen Abgaben. Varus exigit ab omni tribu pretium viceum boum, vel quinquagenum ponderum frumenti centenari. Sie wollen Vieh und Getreide. Seid ihr blind? Sieht es hier aus, als ob es hier was zu holen gibt? Quid? Diciterum. Er sagt, du sollst es wiederholen. Spatium vobis est stridum. Voilà, j'espère que tout le monde a pu voir. Donc, petit commentaire que je ferai sur ceci. Je vous prie juste de patienter. Voilà, excusez-moi, j'avais un petit souci technique. Donc, si vous avez donc bien vu cet extrait, vous avez, eh bien, je dirais qu'il y a plein de choses intéressantes. Et vraiment, c'est là où la série est à son meilleur. Et je dirais que là, on touche peut-être pas, on ne touche peut-être pas du doigt l'histoire. On touche du moins à son évocation. On touche à une atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a la vérité historique, bien sûr, mais les historiens savent bien combien elle est relative, combien elle est parcellaire, et combien elle ne résulte que de la confrontation des sources. Et combien même on puisse avoir des images, ça vaut aussi pour l'histoire moderne ou contemporaine. Mais là, on touche du doigt à une certaine authenticité. Vous avez vu, alors déjà, les costumes, la lorica segmentata, l'armure segmentée du centurion, son casque, l'aquilifère avec l'aquila romaine. Vous savez qu'on n'en a pas vraiment retrouvé des aquilas. Hein. Les aquilas, l'aigle romaine, ô combien symbolique et importante. En voici une reproduction. Je vous mets une reproduction d'aigle romaine en illustration. Je vous mets également comme reproduction un costume de légionnaire romain avec cette fameuse lorica segmentata qui était une tunique moderne, hein. C'était une évolution de l'armée romaine déjà disponible au 1er siècle qui s'enfile comme une chemise, hein. Derrière c'est attaché comme un corset avec des lanières et il ne faut que 70 heures pour en fabriquer une. C'est vraiment un prodige de technologie, mais enfin, de cela, les Romains étaient spécialistes en la technologie des armes et des armures, et même de la polyorcétique d'ailleurs, de tout ce qui est industrie de siège. Et vous avez donc entendu ce latin vraiment authentique, enfin authentique, attention, à part les graffitis, on ne sait pas à quoi ressemblait le latin parlé, et particulièrement le latin des Soudars. Cela dit, on peut supposer que Metellus, centurion, il se présente quand même comme dans la série comme quelqu'un de bonne famille, on dirait aujourd'hui, avec un peu d'anachronisme dans l'expression, et on peut supposer qu'il a eu une bonne éducation, donc qu'il parle un bon latin, et c'est assez remarquable tout de même d'entendre prononcer avec cette autorité, jouer surtout. Ce n'est pas un documentaire, là, il y a du jeu, de l'intention. Vous avez même entendu, alors c'est très amusant, le juron, traduit dans les sous-titres par Puck, en fait il dit futueme, futuete plutôt. Donc le verbe futuere qui a plutôt une connotation d'acte sexuel, ils ont voulu donner l'équivalent du fuck me en anglais. C'est assez plaisant. Les puristes eussent préféré peut-être entendre mais Hercule par Hercule, mais autant donner justement un petit côté soudard, et il y a de temps en temps des jurons et des phrases extrêmement obscènes et vulgaires dans les scènes où interviennent des légionnaires ou même d'ailleurs des Germains, parce qu'il faut savoir que la cavalerie notamment est faite de supplétifs. Il y a un corps de cavalerie germain.
mais ça c'est une tradition depuis le 1er siècle, depuis le règne d'Auguste, d'utiliser des supplétifs dans le corps de cavalerie. Enfin, il n'y a pas que des supplétifs ou des étrangers non citoyens, mais il y en a une grande partie. Et donc, on entend cela. Vous avez vu également, alors on les voit un peu en arrière-plan, les maisons, le village germain. Alors ça aussi, c'est très authentique, hein, ça ressemblait vraiment à cela. Et bon, les tenues sont pour le coup assez rudimentaires. Oui, il y avait certainement je dirais la pauvreté, l'oppression par le tribut est une des raisons de la défaite de Varus. C'est une des raisons essentielles même de la défaite de Varus. Et deuxième raison, je vous mets une autre vidéo. C'est la deuxième raison de la défaite de Varus que je vais vous mettre là. C'est tout simplement la méconnaissance totale du droit. Enfin plutôt, je vous laisse regarder la vidéo et puis ensuite je fais la discussion là-dessus. Paxuma pars tribum deditionem fecit. Etiam tributa contulut. At non iste. At non iste. Concedo tibi spem extremam, barbare. Metelle! Tribus itame non intelligent. Apud Deus ius vetat, quemquam capite damnari ab alio homine. Ius vero Germanicum nullum. Verum autem Roma. Tandem eis experto opust. Bien. Alors, je reviens à notre discussion, notre conversation. Vous avez, alors là, c'est intéressant parce que cette vidéo YouTube a tenté de mettre les mots dessous. Vous avez les sous-titres en latin et en anglais. C'est assez intéressant. Je crois qu'il n'y avait pas de faute. J'ai vu quelques vidéos où parfois ils avaient mal retranscrit. Mais enfin bon, vous avez remarqué d'ailleurs que plutôt que de dire opum est, on a droit au poust. Aux aphérèses et aux apocopes que l'on suppose présentes dans le langage parlé latin, la suppression du M, notamment des finales en devant les voyelles. Bon, donc il y a vraiment un vrai souci linguistique. C'est tout à fait passionnant d'avoir fait cela comme ça. C'est unique. Les latinistes ne peuvent être qu'en joie devant cette tentative unique dans l'histoire de la télévision et du cinéma. C'est-à-dire que les Romains parlent en permanence latin, en permanence, pendant les 6 heures et quelques que dure la série. Et là, vous avez vu la faute de Varus. Là aussi, c'est une des scènes les plus remarquables que nous voyons là. Bon, le Germain que vous avez vu là va se faire décapiter. Et c'est Arminius lui-même qui va livrer la sentence et délivrer la sentence, pardon. Et c'est là toute la faute que de nombreux historiens déjà antiques reprochaient, Tacite notamment, à Varus, c'est la socordia. La socordia, ça veut dire en gros un peu l'imbécilité, la naïveté, mais en même temps aussi la rigidité morale qui mène à la naïveté et à l'imbécilité. C'est-à-dire cette idée que sans aucune concession, sans aucune diplomatie, Varus a fait appliquer de façon aveugle la loi romaine. Et là, j'aimerais vous diffuser une autre petite vidéo. Alors pour ça va être, je crois, par partage d'écran.
parce que je vais demander à Pierre de bien vouloir diffuser le petit extrait le petit extrait qui se nomme Ting, T-H-I-N-G. J'expliquerai d'ailleurs ce que veut dire ce terme, parce qu'il ne veut pas dire la chose en anglais, hein, et il se prononce bien Ting. Donc voilà, si c'est possible de diffuser ce petit extrait. Alors je tiens à me faire pardonner parce que là je l'ai pris devant ma télévision avec mon téléphone. Il n'y a pas encore de DVD, je n'ai pas pu trouver une version exploitable, autrement que comme cela. Donc il faut que vous vous connectiez au stream en direct de Pierre. Le TEF, et vous allez comme ça pouvoir voir cet extrait. Il s'agit d'un Ting, T-H-I-N-G. Je vous expliquerai après ce que c'est. Le son, vous n'allez pas l'entendre. Donc je crois que je peux parler par-dessus, ce sera peut-être pas mal. C'est une assemblée dans laquelle Zegimer et Zegestes sont confrontés aux Chérusques, aux Chattes, aux Mars. Ils vont tous s'engueuler, se lancer des injures viriles. Il faut savoir que ce à quoi vous assistez là, c'est une reconstitution de ce qu'on appelait le Ting, T-H-I-N-G, Thing. Et ça existe dans plusieurs langues nordiques et saxonnes. Ça désigne tout simplement l'assemblée politique, une sorte de conclave, une sorte de quorum qui se réunit pour décider de la marche à suivre. Et le Zegestes, qui était le premier des chefs et des rois, il était d'ailleurs Valerius Paterculus l'appelle le premier d'entre les rois. Et c'est là dans la série, c'est très juste, il est appelé Rai. Par Zegestes. Vous voyez que Zegestes est en train de plaider pour la paix et vous voyez que en termes élégants, ce qu'on lui répond. Toujours la question du tribut, de l'impôt. C'est une guerre de l'impôt. Hein. C'est une révolte de l'impôt, comme toujours. C'est une jacquerie. C'est la cause première de la plupart des grandes révolutions. C'était le cas en 1789, ce fut le cas en 9. Donc, pourquoi est-ce que je voulais vous montrer cet extrait où les chefs finissent par se rallier malgré tout temporairement à la vie de Zegimer, parce que c'est Arminius qui les fédérera, c'est pas Zegimer. C'est justement, là encore, très juste représentation de la série. Il y a d'abord eu des atermoiements et des hésitations sous l'influence de ce chef Zegestes, le père de la princesse Tusnelda, d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'avais précisé, je crois que oui, mais je le redis. Pourquoi est-ce que je voulais montrer cette scène? Parce que là encore, c'est très justement vu de la part de la série. Là, on voit la princesse qui assiste à l'assemblée. Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer cela? C'est tout simplement parce que on sait que Varus voulait supprimer les kings, voulait supprimer les assemblées. C'était un des projets. Et c'est cela qu'il n'a pas compris. Il a voulu supprimer une institution, je dirais, extrêmement ancienne dans la culture clanique scandinave, païenne, pré-chrétienne, qui était l'assemblée des gens libres d'une province. Et alors là, on peut dire que échec monumental de Varus et des Romains, parce que si vous allez voir comment s'appelle le parlement danois, il s'appelle le Folketing. Le parlement islandais s'appelle Althing. Le parlement du Groenland s'appelle le Landsting. Le parlement des minorités en Suède et en Norvège s'appelle le Sameting. C'est-à-dire que ce mot de ting est resté. Il est resté tout simplement dans notre. Il y en aurait même eu un en Normandie, le Kingland. Il y aurait eu peut-être à l'époque justement des colons vikings, si je puis m'exprimer ainsi, des traces de ce système en France. Donc, vous voyez, la série pose très justement, et ça aussi c'est rare, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les péplums. Le péplum, c'est souvent le grand spectacle, la bataille. Mais cette série sur la bataille de Teutobourg, je vous le dis, ne consacre qu'à peine 10 minutes sur 6 heures à la fin.
nous en verrons un petit extrait, tout ce qu'elle développe de mieux, je dirais, de meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur dans la série, c'est justement ces petits détails, ces reconstitutions spéculatives, certes, mais particulièrement bien vues, parce qu'elles répondent aux critiques que les historiens antiques déjà faisaient à Varus, à savoir le traité de naïf, d'incompétent, d'absolument pas diplomate. Je vous rappelle, quand on l'a amené faire de la diplomatie à Jérusalem, c'est 2000 crucifixions. La série fait une allusion d'ailleurs, si Pierre veut bien partager le fichier crucifixion, vous allez voir une scène charmante dans la série. Donc Pierre, si tu veux bien partager ce moment d'humanité de la part de Varus. Voilà, donc regardez le... Donc là aussi, il n'y a pas le son, mais ce qui s'est passé, c'est que Varus, parce qu'il y a il y a eu un vol des aigles romaines, petit élément narratologique rajouté pour faire un peu de dramatisation dans la série, a fait crucifier toute la famille du chef du village et une partie. Et donc, comme vous le voyez, on demande de livrer celui qui a volé l'Aquila. Cette courte scène qui nous montre donc une crucifixion est une allusion, là aussi, une allusion, je dirais, c'est vraiment une allusion pour ceux qui connaissent l'histoire. Parce que à aucun moment dans la série on ne fait d'allusion à la campagne en Judée de Varus, mais on nous montre quand même ce moment de crucifixion, et quand on sait que c'était la spécialité, si je puis m'exprimer ainsi, de Varus, voilà, ça rajoute un peu à la cruauté du personnage qui est toujours dans l'ambiguïté, personnage présenté dans l'ambiguïté, qui est celle du père. Je vous montre aussi cette scène très intéressante avec des sous-titres en latin. Je vous laisse la découvrir et je fais un petit commentaire après. Alors ça, c'est pas en stream, c'est lien YouTube. Donc regardez cette scène, elle est aussi passionnante. Je viens de mettre le lien, j'espère qu'il s'affiche correctement. Wawit ila lupa, Sane quidem, Arminia. atri pater mea semper, dicebat mundum alupo, deletum iri. Pater tuus, deis rebus audiscit certus, nos lupus potest, unc mundum delere. Arma romana sola, possut. Alors, très intéressant parce que c'est une des rares scènes qui se passe à Rome, en quelque sorte, dans la série. Et on y va Varus encore dans ses obsessions. Cette obsession de la toute-puissance romaine. Tout comme la bataille de Bailène a montré que l'armée napoléonienne n'était pas invincible en 1808, comme je le disais au début, on a encore la préfiguration de ce traumatisme rapporté par Suétone, même si l'on sait que Suétone est peut-être davantage romancier qu'historien, bien sûr, mais ce choc extrême pour Auguste, on le comprend, parce que Varus ne fait qu'exprimer là non seulement son opinion personnelle, mais probablement l'opinion de tout patricien romain ou de tout dux, de tout général romain, de tout impérator qui eût sans doute pensé vivre dans l'omnipotence de sa condition à cause de la vertu démonstrative de la puissance militaire romaine. Et qui plus est, on a une allusion plaisante au mythe de Romulus et Rémus et au Ragnarok, à Fenris, les loups, qui doit détruire le monde dans la mythologie nordique. Donc c'est une scène là aussi tout à fait intéressante, me semble-t-il. Alors il y avait cette scène que je voulais vous montrer. Venons-en à la bataille. Alors la bataille. Regardez là, je vous mets quelque chose d'intéressant. Je vous mets ceci.
Ça va plaire aux numismates. Mais également ceci. Et je vous montre. Voilà, je vais mettre toute une série d'images et puis je vais les commenter, si vous le voulez bien. Si vous voulez bien un petit peu patienter, le temps que je retrouve... voilà. Ici, et pour terminer, je voulais montrer, eh bien, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis des deniers. J'ai mis, pour être plus précis, la première photo, ce sont des auréis, des auréis, donc deniers d'or, hein, dont l'émission date de la République romaine et qui est régulière sous le règne de César, puis d'Auguste, de Jules César, enfin le règne. Voilà que je prête voix aux détracteurs et aux conspirateurs qui l'ont tué en le prétendant roi, disons, pendant la dictature de Jules César, et puis pendant le principat d'Auguste, frappé pendant tout l'Empire romain. Donc, un auréus d'or, ça faisait 25 deniers d'argent, c'est-à-dire 100 sesterces. Voilà. Si vous avez retenu, c'est bien. La deuxième photo représente une autre monnaie. Ce sont des deniers d'argent. Voilà. Également, le masque, c'est un masque facial de cavalerie qui est reproduit et porté par l'acteur qui joue Arminius dans la série d'ailleurs. C'est un des plus célèbres vestiges de la bataille de Teutobourg, tout comme l'argent. Ce sont des pièces de monnaie trouvées sur le site présumé de Teutobourg. Alors là, évidemment, les historiens s'écharpent pour savoir si c'est bien là-bas. On va dire que 90% des historiens antiques pensent que c'est dans les collines, en Westphalie, en Allemagne, un lieu-dit qui s'appelle aujourd'hui Kalkriese, que les 3 légions romaines et leurs troupes auxiliaires, 25 000 hommes, furent totalement massacrés par les tribus germaniques, donc en 9 après Jésus-Christ. Et c'est dans le sol qu'on a retrouvé ces vestiges. Certains pensent, par exemple, que cet argent aurait pu être caché par des légionnaires qui l'auraient sécurisé pour le retrouver après la bataille, par exemple. C'est une des théories que les responsables des fouilles ont émises au moment où ces précieuses reliques ont été trouvées. Et donc, on a retrouvé quand même 5500 vestiges d'objets romains, équipements militaires, épées, poignards, pointes de javelot, flèches, fragments d'armure, casques, et ce masque facial en bronze qui était porté par la cavalerie romaine. C'est impressionnant de voir cet attribut qu'on ignore peut-être parfois. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé, en gros? Eh bien, c'est une souricière. C'est une véritable souricière, c'est ce que dit Yann Le Bohec, historien spécialisé un peu dans l'histoire des guerres romaines. C'est le titre d'un de ses ouvrages paru chez Talandier en 2017, que j'ai consulté pour vous parler un peu de cela. Alors la bataille, en fait, ce n'est pas une bataille, c'est 3 jours. C'est un véritable calvaire. En gros, pour résumer la bataille, c'est très simple. Arminius trahit le camp romain en épousant Thusnelda, sur conseil de Varus, sans se rendre compte du piège dans lequel il va tomber, et Arminius devient de fait le nouveau Reich de tous les Reichs, en remplaçant son père. Et naturellement d'ailleurs, ça ne provoque absolument aucune contestation dans la série ici, parce qu'il faut bien à nouveau dramatiser, et ça aurait été un peu curieux que ça se fasse peut-être un peu trop automatiquement dans la série, mais dans la réalité, ça a dû se faire très probablement, naturellement, c'était son fils. Et donc, Arminius, connaissant les tactiques des Romains, il savait parfaitement comment les prendre au piège. Les Romains ont des formations, vous avez vu tout à l'heure une vision du castrat, du camp militaire romain, qui est à l'origine, bien sûr, du concept de nos rues et de nos avenues. C'est une véritable ville mobile, et tout est ordonné, tout est tracé au cordeau. Les formations romaines sont des formations lourdes, pas forcément d'ailleurs très légères, assez lentes. L'infanterie lourde, c'est la pièce maîtresse. Il y a bien sûr la cavalerie, mais c'est une cavalerie qui n'est pas, ce n'est pas la cavalerie légère, c'est une cavalerie d'assaut lourde qui se déplace en formation et qui a besoin d'espaces ouverts. L'armée romaine ne va jamais combattre dans une forêt.
Et justement, on pourrait se dire, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bataille dans la forêt? C'est que c'est tout simplement un mouvement de l'armée. C'est pendant un mouvement de transition, pendant un déplacement, tout simplement, de l'armée, qu'une embuscade a été tendue dans une zone probablement très encaissée de la forêt de Teutoburg. Et ça a été un véritable calvaire. On a peu de détails sur la bataille. On a retrouvé la stèle d'un soldat qui est mort pendant la bataille de Teutoburg. C'est mentionné dans l'inscription funéraire. Et donc, c'était ces trois légions, les légions 17, 18 et 19, qui ont été totalement détruites. Rends-moi mes légions, voilà, c'est ces trois-là. D'ailleurs, il faut savoir, et ça c'est absolument extraordinaire, c'est que les trois chiffres ont été supprimés à jamais des enseignes de Rome. Quand vous regardez la liste des légions, eh bien, toutes les légions romaines, elles sont numérotées de façon à ce qu'il n'y ait ni 16, ni 17, ni 18. Pardon, 17, 18, 19. 17 est d'ailleurs un chiffre traditionnellement on parle de superstition. Je ne sais pas si ce sont des choses vraiment... je ne sais pas si c'est de la superstition dans la superstition, mais bon, que 17 en chiffre romain, c'est l'anagramme de Wiki, j'ai vécu, c'est l'euphémisme qui veut dire je suis mort. Et bon, mais en attendant, ces trois chiffres, 17, 18, 19, à jamais bannis. Et donc le chevalier Arminius provoque ainsi cette embuscade sur 3 jours. Donc les soldats de Rome acculés dans une épaisse forêt, pièges refermés, les cohortes habituées à combattre en formation ne peuvent plus se déployer, les cuirasses, les boucliers gênent les légionnaires. Vous avez vu le gros bouclier, le scutum, est quand même assez lourd et assez gros. Et bien entendu, les Romains, chefs de la polyorcétique, ils ont des onagres, des catapultes, ils ont des armes de guerre extraordinaires. Si l'on en croit les historiens antiques, ils en avaient 400 pour aller raser Carthage lors de la dernière guerre punique. Eh bien là, leur machine de guerre, que voulez-vous qu'ils en fassent? Ils sont dans un marécage, sur des étroits chemins. D'un côté, il y a des collines infranchissables, et de l'autre, une forêt extrêmement épaisse. Vous avez vu, sur une des photos que j'avais mises, la forêt de Teutoburg est une forêt très épaisse. Donc, les Romains, Dion Cassius, d'ailleurs, je suis allé vérifier, dit que ceux qui étaient à l'arrière ignoraient les massacres à l'avant. C'est-à-dire que l'armée était tellement étirée, il a été impossible à une partie de l'armée de se rendre compte que l'autre partie était en train de se faire massacrer. Donc, c'était véritablement des moutons à l'abattoir. Ça a été vraiment jeté dans la gueule du loup. Et ce qu'on a nommé le clades Variana, le désastre de Varus en latin, eh bien voilà, on peut imaginer tout de même l'épouvantable scène, d'autant plus qu'en l'an 15, si l'on en croit, là encore, Tacite, lorsque Germanicus, envoyé par Tibère à la tête de 8 légions, voilà, 3 n'avaient pas suffi, à la tête de 8 légions pour reprendre aux Germains le territoire, ils ont découvert en l'an 15, sur les lieux de la bataille, que les 25 000 soldats, on estime à 25 000 morts, les pertes. Pour l'époque, c'est absolument prodigieux. C'est le Stalingrad de l'Empire romain. Je crois que, si l'on me pardonne cette comparaison un peu facile, je crois que néanmoins, du point de vue de l'ampleur des pertes, c'est vraiment l'équivalent de ce qui est arrivé à von Paulus en 42. Les 25 000 soldats avaient été laissés pourrir sans sépulture, les corps mutilés, et même d'ailleurs on les avait crucifiés pour rendre la monnaie de sa pièce au petit péché mignon de Varus qui, et, comme je l'ai dit, aimait à disposer des gens qu'il voulait soumettre de cette manière-là. Et donc la bataille de Teutoburg, alors qu'est-ce que ça donne dans la série? Regardons un peu. Là, je vais demander à Pierre de bien vouloir streamer l'extrait. Alors, un petit instant, il faut que l'extrait qui s'appelle Formation. L'extrait qui s'appelle Formation. Pareil, vous n'allez pas avoir le son, mais je vais vous le commenter pendant qu'il est diffusé, qu'il est streamé par Pierre. Voilà. Donc, on y voit
Pusnelda, telle la reine Boudica de Bretagne en guerrière, évidemment Arminius aussi, le visage enchanté. Alors voici, vous voyez, le déplacement des... On voit d'ailleurs, regardez, le sonneur de Buxin, c'était un sous-officier de l'armée. Et pause, ah non, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer quelque chose sur... voilà, ici. Merci Pierre. Vous voyez Varus à l'avant. Alors, ce sont des personnages qui apparaissent dans la série, là aussi c'est très juste. Celui qui a la crinière pourpre à droite est un tribun du peuple. Les tribuns, effectivement, occupaient des places d'officiers supérieurs dans l'armée romaine. Donc, encore un petit détail, vous voyez, qui est vraiment très fin. Alors, tu peux reprendre, Pierre, je te remercie. Vous voyez la formation, là aussi, cette vue aérienne est tout à fait suffit à se représenter ce que c'était, la lourdeur du dispositif et surtout, bien ça. Sa pesanteur et son immense étalement. Et voilà, donc pour ceci, tu peux mettre l'extrait, si tu veux, Feu, également, qui montre un petit peu, alors je vais en parler en même temps. Donc là, alors bon, ça... Là, on est dans la spéculation. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Vous savez, il faut toujours du feu. Si vous vous rappelez la bataille qu'avait introduit Gladiator de Ridley Scott, eh bien, les catapultes des Romains balançaient du feu, comme presque du feu grégeois d'ailleurs. C'était un petit peu... Bon, y avait-il du feu? On ne sait pas. Mais c'est vrai que ça crée un effet visuel. Vous voyez, là, il y a une volonté encore une fois, de dramatisation, narrativisation, l'effroi devant le feu, et eh bien les Romains qui sont voilà, c'est un extrait très court, qui sont perdus dans leur dans ce désastre. Et très intéressant d'ailleurs d'avoir peut-être une petite réflexion sur au sujet des formations des légions. Là, voilà, je mets vous voyez, ça c'est la célèbre formation Testudo, la formation de la tortue que l'on trouve sur la colonne Trajane. Voilà encore une stèle de légionnaires romains qui montre ces formations serrées et très lourdes qui sont certes d'une efficacité redoutable, mais comme toujours, et de toute façon, ça ne vaut pas que pour les Romains, ça vaut pour toute armée. Quand on n'a pas l'initiative du terrain, eh bien on perd. Regardez ceci, alors ça c'est charmant, ça fait un petit peu le chemin de campagne en automne, c'est ça la forêt de Teutobourg. Alors là c'est une zone un peu dégagée, mais bon voilà, ça vous donne... le compositeur Johannes Brahms aimait d'ailleurs à se promener dans la forêt de Teutoburg, c'est une forêt qui a toujours été un lieu, je dirais... préservé dans l'écosystème allemand. Et donc, que dire sur ces représentations là, de la guerre, ces représentations cinématographiques? Elles sont toujours évidemment éminemment stylisées, éminemment dramatisées. Dans la série, ne vous attendez pas à, peut-être pour des questions aussi de moyens, à des batailles qui traînent en longueur. Elles ont néanmoins le mérite de se dérouler dans le sang et la boue. Vous savez, il y a une phrase qui m'avait marqué dans une chanson de geste du XIIe siècle qui s'appelle Raoul de Cambrai, chanson de geste anonyme. Et il y a une simple phrase. Vous savez, la littérature médiévale n'aime pas les illustrations, je dirais, les descriptions trop amples. Et parfois, en une phrase, elle suggère quelque chose. Et cette vision médiévale peut-être s'appliquer à l'Antiquité. Ridley Scott l'avait appliquée à sa bataille initiale, montrant des Germains un peu trop, peut-être, barbares, justement. Je veux dire par là qu'ils avaient l'air d'être des hommes des cavernes sortis des bois, ou des hommes des bois sortis des cavernes, mais bon, il avait voulu représenter de la même manière que dans la série, qui répond un petit peu à cette célèbre bataille dans le domaine du péplum. Cette phrase que j'avais trouvée dans cette chanson de geste, c'était en ancien français « Li sang espues de bre le palu ». Et cette phrase veut dire en ancien français « Le sang épaississait la terre et le marécage », pour décrire à quoi ressemblait la bataille. C'est dans la série, on a la série n'est
un peu violentes, hein. Vous y verrez force démembrement et décapitation, mais aussi ces combats dans la boue où l'on glisse emporté par son armure et où, jusqu'au dernier souffle de vie, on essaye de se raccrocher à la vie par la mutilation, hein, l'étranglement. On utilise tout ce qui tombe sous la main pour se débarrasser de l'ennemi dans un mélange de sang, de putréfaction. Voilà. Donc il y a ce côté de la guerre sale. J'ai envie de dire qu'il s'agit d'un pléonasme. La guerre propre, ça n'existe que dans l'imaginaire de ceux qui avaient inventé le concept de guerre chirurgicale pendant la première guerre du Golfe. Mais la guerre, forcément, est montrée d'une façon qui n'est absolument pas stylisée. Et si les armures sont rutilantes, comme vous avez pu le voir, à la fin, elles sont cassées, cabossées, noircies. Cette volonté de montrer le désastre pour ce qu'il est louable dans cette série. Dernier extrait vidéo que je souhaiterais vous montrer, c'est le suicide de Varus. Bon, donc je vais vous le partager. Alors ça, c'est un document YouTube. Une vidéo YouTube. Donc je vous mets le lien. Je vous laisse regarder, ça dure 2 ou 3 minutes. Et puis, je me dirigerai tranquillement vers la conclusion de mon intervention, en élargissant un petit peu la réflexion. Alors, je mets cet extrait. Voilà. Je vous laisse le soin de... Certus est, Domine. Factus est liber. Aura. And your biggest weakness? Was your trust in me? I ask myself, what were you fighting for? And was it worth it? Donc, oui, vous avez entendu de l'anglais, c'est parce que, mais justement, ça va me permettre d'introduire ma dernière réflexion. Je vais essayer de le faire vite. Je ne veux pas trop abuser du temps qui m'est imparti, mais effectivement, je vous rappelle, les Germains parlent allemand. Un allemand moderne, donc forcément ils sont doublés. Là, c'est doublé en anglais, oui. Alors que les Romains, vous avez entendu d'ailleurs des quelques mots quand Varus fait de son
fait de son esclave ce qu'on appelle un libertinus, hein, l'esclave affranchi, eh bien, il parle toujours latin, mais pas les autres. Alors justement, ce titre, les barbares, cette représentation du barbare, c'est tout de même un peu curieux par beaucoup d'aspects. Alors, il y a bien évidemment ce lieu commun. C'est un lieu commun qui a pu être beau. Toute personne qui a lu Les Cannibales de Montaigne connaît ce lieu commun, à savoir que les barbares sont civilisés et que les civilisés sont des barbares. Vous avez bien vu que le romain est montré justement dans la position du barbare. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez subtil dans le projet des producteurs de cette série. On sait d'où vient le mot barbare. C'est un mot onomatopéique. Barbare, c'est comme ça que parlent ceux qui ne parlent pas latin. C'est comme ça que parlent ceux qui ne parlent pas... les Grecs eussent dit la langue des Métèques. Eh bien, les Romains, pour eux, voilà, la langue des Germains, ils ne comprennent pas ce langage. Mais ce qui est amusant, c'est que le langage, entre guillemets, barbare de la série, c'est le latin. Puisque les barbares parlent un allemand civilisé, si je puis m'exprimer ainsi, ou du moins un allemand moderne. Donc, c'est plutôt finalement bien vu, je pense, de ce point de vue. Et je le répète, c'est peu de films ont tenté cela. Il y avait eu un film avorté, puisqu'il manque plus de la moitié du film, qui a jamais disparu pour des raisons légales, qui s'appelait Le 13e guerrier de John McTiernan dans les années 90, qui faisait parler justement latin, vieux norrois, vieil arabe, etc., les personnages. Mais il y a eu très peu de tentatives de reconstitution, hormis dans les docufictions, bien sûr, pour s'intéresser ainsi à une langue ancienne. Mais sinon, la représentation des barbares, elle est toujours... il y a toujours cette idée qui est développée dans le monde du péplum, d'un empire romain qui, malgré tout, fait souvent céder ce qu'il représente aux sirènes d'une transposition, d'une instrumentalisation politique qui le ferait passer pour une énième et indigeste métaphore du nazisme le péplum, d'ailleurs, n'est pas le seul à avoir fait cela. Il suffit de regarder Star Wars pour se rendre compte que l'empire de Palpatine et Darth Vader, c'est le Reich de Goebbels et Hitler. Je veux dire par là qu'il y a une stylisation qui peut parfois prêter à confusion et, bien entendu, d'un point de vue anthropologique, on peut le comprendre. On ne peut que calquer notre espace cognitif on ne peut que calquer notre espace cognitif. Il est difficile pour nous de penser en romain. Il y a 2000 ans, les esprits, j'ai même envie de dire que peut-être même physiologiquement, le système cognitif d'un romain n'avait rien à voir avec le nôtre. Et on est obligé forcément de coller, de transposer, de calquer, d'imiter, pour donner une idée de la représentation, une idée de ce qu'a pu être l'Antiquité. Nous ne saurons jamais comment s'est déroulée cette bataille, tout comme nous ne saurons jamais exactement ce qu'il pouvait y avoir dans la tête des légionnaires ou même de Varus. Mais la série propose tout de même quelque chose d'assez intéressant. Et d'ailleurs, vous pourrez, si vous voulez en savoir plus sur cette bataille de Teutobourg et sur son héritage, eh bien, il est important. Trois opéras. 1692, le compositeur baroque Heinrich Franz Biber qui écrit un opéra qui s'appelle Arminio, ossia chi la dura la vince. Arminius, ou qui résiste vaincra. Opéra donc sur Arminius. Arminio de Handel, 1736. Un oratorio d'un compositeur allemand du 19e siècle, Max Christian Bruch, qui s'appelle Arminius. Mais vous avez aussi le cinéma. Sachez que c'est un film muet. Dans les années 20, 1922-23, dit Hermannschlacht, la bataille de Hermann. Film muet, disponible intégralement, il dure 3 minutes 50 sur YouTube si cela vous intéresse. Dit Hermannschlacht de Leo Koenig, et qui a été tourné non loin du monument d'Arminius que vous avez vu, celui dont je vous ai mis la photo. C'est une œuvre qui a souvent été
considérée comme une âme nationaliste, et pour cause. Et elle a été retrouvée d'ailleurs, pour la petite histoire, dans une filmothèque de Moscou. Vous avez eu également, dans les années 70, une adaptation, une coproduction italo-germano-yougoslave qui s'appelait Hermann der Cherusker, die Schlacht im Teutoburgwald. Donc Hermann le Cherusk, la bataille du bois de Teutoburg. Et dans les années 90, vous avez eu des Hermannschlacht, donc encore une fois la bataille d'Hermann, qui a été tournée dans la forêt de Teutoburg en Rhénanie. C'est un film qui a été fait. Vous avez donc la série de Netflix Barbare, et après, vous avez des peintures, vous avez la littérature, la bataille d'Arminius, bien sûr, de Heinrich von Kleist. Vous avez aussi cet auteur, un auteur allemand qui s'appelle Klopstock. C'est un des précurseurs du Sturm und Drang, le pré-romantisme allemand, qui a écrit un poème appelé Hermann und Thusnelda, donc Hermann et Thusnelda. Et dans d'autres domaines, si vous aimez la BD, en 2016, il y a Les Aigles de Rome, aux éditions d'Argo, 5 tomes. Dans le tome 5, vous avez la bataille de Teutoburg. Vous avez également, alors après, de façon plus amusante, le groupe de métal allemand Rammstein, qui en 2019 a évoqué dans un clip la bataille de Teutoburg. Vous avez le jeu vidéo. Alors le monde du jeu vidéo l'a utilisé, la bataille de Teutoburg, notamment la série des jeux vidéo Total War, où vous avez des reconstitutions de cette bataille. Je dirais la portée quasi finalement presque mythologique de cette bataille, on la retrouve dans des domaines totalement inattendus, et parfois dans d'autres domaines ludiques. Je pense notamment au jeu de figurines à l'univers de Warhammer 40 000, jeu créé dans les années 80, et qui mentionne dans un des moments de son historique la disparition de 3 légions dont les numéros sont effacés des archives impériales. Dans ce jeu, l'Imperium, c'est bien entendu une sorte de version hyperbolique et totalement transposée de l'imagerie traditionnelle romaine. Et vous voyez, dans des domaines totalement inattendus, jeux vidéo, peinture, littérature, opéra, cette bataille de Teutoburg a été effectivement un événement fondateur. Et pourquoi fondateur? Parce que c'est peut-être une chose que je n'avais pas dit jusqu'à présent, mais qu'il faut quand même signaler. C'est que cette alliance des Chérusques, des Chattes, des Mars et des Bructères, qui ont été les 4 tribus les plus au cœur de la bataille, eh bien, il faut savoir que, et notamment à l'initiative des Chérusques, c'est eux qui vont donner plus tard naissance aux Francs. Nos ancêtres les Gaulois, mais j'ai envie de dire nos ancêtres les Chérusques. C'est-à-dire que cette bataille de Teutoburg est tout simplement à l'origine non seulement d'un formidable basculement de pouvoir dans la région, les Romains échoueront souvent en Germanie, et malgré les multiples tentatives, malgré le déploiement totalement délirant de force aux portes du Danube et sur le limès germain, Rome tombera par les barbares, barbares entre guillemets. Et justement, cette imagerie que l'on trouve dans cette série barbarienne, je conclue ainsi, si la série souffre de certains défauts, et notamment dans ces épisodes d'un remplissage narratif qui n'est pas toujours très heureux, mais qui fait qu'il y a une série, parce que sinon ce serait limité à un film. C'était cela dit un autre choix possible, qui sait. Malgré cela, je trouve que elle illustre à merveille quelque chose qu'on ne trouve pas dans le péplum. Le péplum classique. Elle illustre à merveille les antécédents. Elle illustre à merveille la préparation de cette conspiration. Et je crois qu'elle s'adresse à un public, j'allais dire, qui n'a pas de connaissances particulières, mais qu'elle peut parler
avec ces petites allusions, des détails qui ne sont pas dits dans la série, mais que peuvent connaître les historiens ou ceux qui se sont penchés sur la question, qui peuvent les flatter dans leur connaissance et dans la reconnaissance pour l'histoire que cette série a, malgré, c'est sûr, des changements, ce que j'appelle le remplissage, c'est un terme un peu vulgaire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire tout simplement combler le vide. Malgré cela, cette série répond à la dimension prodigieuse de cette bataille, dont on méconnaît peut-être la portée à travers les siècles, à travers ces 2 millénaires, et le fait qu'elle a probablement donné naissance non pas à l'idée d'une nation, parce que là, ce serait sombrer justement dans le délire nationaliste, tout comme cela a pu être fait avec l'imagerie de Vercingétorix et d'Alésia, mais à une notion d'unité, et surtout cette notion que nul n'est invincible, cette notion que la domination, la colonisation, lorsqu'elle se heurte à l'incompréhension et au manque de dialogue et d'ouverture, ne peut mener à rien. Il est évident que la rigidité morale et intellectuelle de Varus a été la cause de sa perte. Oh, certes, des personnes bien plus ouvertes intellectuellement se sont aussi cassées les dents en Germanie. Et on peut penser à l'embourbement que connaîtra Marc Aurèle, et qui est décrit d'ailleurs auquel il est fait allusion dans le film de Ridley Scott, Gladiator, auquel cette série tente de répondre un petit peu plaisamment, en soulignant les libertés qui avaient été prises avec l'histoire par le réalisateur. Mais une fois de plus, cette série, c'était finalement la problématique générale de ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que l'histoire représentée ne peut, et a fortiori l'histoire antique, ne peut se passer d'une stylisation et d'une narratologie. Et après tout, j'ai commencé par Suétone. Et qui est-il sinon le plus romancier des historiens, le plus romancier des chroniqueurs? Et c'est ainsi que je voulais vous présenter cette œuvre et son adaptation. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci. Poser sur pareil, dièse conférence, les questions. Merci. Alors, pour répondre à Manon, j'avais une question, me dit-elle, donc concernant la reconstitution du latin. Alors, le latin reconstitué et restitué, dès que l'on veut parler restitution, on se heurte de la même manière à un effet de stylisation. Les latinistes savent bien qu'on étudie le latin de Cicéron, et que finalement, les latinistes d'aujourd'hui, si on nous faisait voyager dans le temps et qu'on se retrouve dans les rues de Rome, on serait capable de réciter une plaidoirie de Cicéron, mais que peut-être pour demander où trouver un bout de pain et aller chercher de l'eau, on aurait bien du mal et on ne comprendrait pas. On sait bien qu'il y a un hiatus entre le latin d'étude et le latin de la rue. Le latin de la rue qu'on peut voir sur les graffitis de Pompéi, par exemple. Donc, il y a là une difficulté. C'est la même chose avec l'ancien français ou le français restitué. Il y a néanmoins des invariants et des recherches linguistiques
qui sont tout à fait sérieuses, des recherches phonologiques, des recherches qui sont il faut se méfier de cette prononciation restituée parce qu'il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga. Il ne faut pas croire que ceux qui vont prononcer les vers de Virgile, Ibant, obscuri, sola, subnocte, perum mam, je dirais, donc là j'ai prononcé comme un bon écolier, il ne faut pas dire que que tout de suite c'est honteux, c'est nul, et que seul celui qui va dire Ibant, oscuri, sola, bon, etc., et qui vont prononcer comme ça avec un accent, vont tout de suite être les meilleurs, les optimates de la langue latine. Et je crois que la solution est dans l'entre-deux. Il faut néanmoins, il faut bien voir qu'en français, on a eu un problème avec la prononciation du latin, contrairement aux autres langues. Dans les autres langues européennes, la prononciation du latin est beaucoup plus proche de la prononciation restituée. Mais nous sommes passés avec le latin par une prononciation alors médiévale. Oui et non, parce que le latin, on sait bien que le latin médiéval et le vieux français, à un moment donné, se rencontrent. Alors bon, il y a peut-être eu là des modifications, mais il y a eu la fameuse prononciation gallicane, c'est-à-dire que par exemple, la prononciation gallicane, c'est de dire, si je dis le début du credo en latin, ça fait credo in unum deum. C'est comme ça qu'on prononçait au XVIIe siècle, hein, quand Louis XIV allait écouter la messe, c'est comme ça qu'il entendait le latin. Hein, Te Deum, et donc et puis après on a eu les tentatives de prononciation, donc c'est vraiment très difficile de se rendre compte ce qu'on peut, bon, l'accent tonique, on peut ça le restituer. Bien évidemment, les langues romanes, bon, ben, l'espagnol, l'italien, le roumain, le DAS, je devrais dire, ne viennent pas de nulle part. Donc, on peut, comme cela, faire une espèce d'association de prononciation. Et les réalisateurs se sont appuyés sur des travaux tout à fait acceptés aujourd'hui de prononciation restituée, des travaux qui notamment ont été développés, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu un docu-fiction diffusé il y a quelques années, qui avait été diffusé, je crois, par Arte, et qui racontait, alors c'était un docu-fiction qui parlait de la fin de la République. Hein, on voyait tout le monde. Hein, ça s'appelait Le Destin de Rome, je crois, hein, il me semble, puisque c'était en gros sur l'assassinat de César, et puis après l'histoire de Marc-Antoine et Cléopâtre, la bataille d'Actium, tout cela. Et il y avait une tentative donc de restitution de latin qui à l'époque avait été faite sous la conduite d'un professeur émérite de Montpellier 3 qui s'appelle Paul Marius Martin. Et voilà. Mais impossible de trancher sur la question. C'est une tentative qui se rapproche de travaux universitaires, mais est-ce que c'est comme ça que parlait Publius Varus? Je pense qu'il faut rester prudent. N'hésitez pas à poser des questions, des remarques.
s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je remercie bien sûr les membres de l'association Sorbonne Antique pour cette invitation et cette proposition. C'était avec plaisir que j'ai pu faire un petit peu de vulgarisation sur la question et donc merci encore pour l'invitation. Alors désolé si techniquement peut-être qu'il y a eu quelques si pour tout le monde ça s'est bien passé, c'est vrai que sur Discord bon, voilà, donc merci à toutes les personnes qui étaient présentes, merci de votre attention, merci à Pierre pour son aide pendant l'intervention, et bien écoutez, j'espère vous avoir au moins donné envie de regarder la série, elle le mérite, et puis même si vous y trouvez des défauts, elle n'est pas très longue, ce ne sont jamais que 6 épisodes de 50 minutes. Donc je pense que ça mérite d'être vu, ça vaut le coup. Voilà. Et merci pour vos remerciements et vos compliments. Et voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être se quitter. Pierre, c'est bon, on peut. Voilà. Je vais vous laisser. Donc, merci encore pour l'organisation et pour votre aimable attention. Voilà. Donc, je vous dis au revoir, bonne soirée et peut-être à bientôt pour une autre intervention. Voilà. Merci à tous et à toutes. Très bonne soirée.